Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2024. Je veux d'abord rendre hommage, il y a 80 ans, à ceux qui sont morts pour la liberté sur les plages de Normandie, dans notre résistance, et aussi ailleurs où le plus grand nombre de morts dans la lutte contre le nazisme a eu lieu, en Russie. Mais je ne veux pas rendre hommage à ceux qui se réunissent aujourd'hui pour les cérémonies du débarquement. Voilà que Biden, Macron, Zelensky, les va-t-en-guerre d'aujourd'hui, vont se réunir pour célébrer la liberté d'hier. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie 3 jours avant les élections européennes! Je voudrais dire que si l'on s'en tient là, on ira à la guerre. On ira à la guerre en Europe et on ira à la guerre dans le monde. Parce qu'on n'a pas de solution pour la paix. Et dans ces élections européennes, on ne voit personne prendre la réelle mesure du danger. La réelle mesure du danger est de penser avec un sens de la liberté, comme le faisait le général de Gaulle. Voilà ce que le général de Gaulle avait à dire sur le débarquement en Normandie. La France a été traitée comme un paillasson. Je n'irai pas à ces cérémonies, disait-il à Alain Peyrefitte. Et il le fit, il n'y alla pas. Il faut commémorer la France et non les anglo-saxons. Et il faut commémorer ceux qui sont morts pour leur pays et pour la liberté. Mais pas ceux qui n'ont pas pris alors la France en considération, et ceux qui trahissent la France aujourd'hui, tout en prétendant célébrer la liberté et le débarquement. Alors, nous sommes dans le contexte des élections européennes. Par rapport au tragique d'aujourd'hui, que voit-on? Le fait qu'une des élections les plus importantes de l'histoire, et elles le sont, compte tenu de la situation actuelle, et j'en parlerai plus profondément, eh bien, elles sont une comédie, et une comédie dans laquelle nous autres Européens sommes les dindons de la farce. Il y a 32 listes. 32 listes, 8 qui ont été choisies par les médias et par les sondages comme les grandes listes. Puis 8 petites listes, mais considérées par les Ramina Grobi de France 2 comme méritantes. Et puis 8 autres listes dont on nous montre que le court film qui les présente. Eh bien, je dirais, en clair, que cela veut dire que les favoris sont en place, et on sert ceux qui sont en place en France. On ne sert pas ceux qui les contestent. Et évidemment, vous me direz, la gauche conteste la droite, Bardella conteste la politique d'immigration, mais cela n'a rien à voir avec la réalité, avec le tragique d'aujourd'hui dont je vais vous parler. Ce sont les gens en place qui discutent de leur idéologie et la balance comme ils auraient pu le faire il y a des années. Qui prend en compte ce qui s'est passé à Armavir et à Orsk? Qui prend en compte qu'aujourd'hui, nous sommes au bord d'une guerre parce que l'outil de détection spatiale russe a été frappé? Et c'est une ligne rouge franchie. Parce que si vous êtes dans un pays qui a des armes nucléaires et que vous frappez sa politique de détection ou ses moyens de détection de ceux des autres, eh bien vous franchissez une ligne rouge. On y est. Après ce qui s'est passé à Armavir et à Orsk, où des engins ukrainiens sont venus frapper les centres de détection russes. Ensuite, ce que prouve ce choix des 8 candidats, c'est que, tout en prétendant être une démocratie, un pays libre, on sélectionne, on trie. Et cette sélection, ce triage, favorise tous ceux qui ne traitent pas les vraies questions. Ensuite, il y a les autres candidats, les petits,
qui sont plus intéressants et qui avaient plus de choses à dire que les grands, parce qu'ils ne sont pas dans le même corset idéologique. Nous avons vu François Asselineau, Florian Philippot et Nathalie Arthaud parler de la paix et de la guerre. Opinions très différentes. Quand opposées, dira-t-on, oui, mais les vrais problèmes ont été posés, sans solution. Car les solutions, c'est ici, aujourd'hui, que je viens vous les apporter. Alors, évidemment, les programmes électoraux sont peut-être marqués par le conflit en Ukraine, mais tout le monde dit il faut donner à l'Ukraine les moyens de se battre. Certains, plus extrêmes, disent atteindre le territoire russe, disposer en Ukraine des soldats de l'OTAN, et d'autres disent il faut simplement armer les Ukrainiens, continuer à le faire et me le faire davantage, et les envoyer à la mort pour notre compte. Je trouve cela obscène vis-à-vis des Ukrainiens. Et d'ailleurs, des milliers, des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens fuient la guerre actuellement, dans un contexte très grave. Parce que, par exemple, les échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie se sont arrêtés, sont bloqués. Donc, on est dans un conflit de plus en plus frontal. 3 fois, ces engins ukrainiens ont frappé les sites russes. C'est une ligne rouge existentielle, parce que ce sont les sites russes de veille sur ce qui se passe de l'autre côté, de veille nucléaire, sur les missiles qui pourraient arriver en Russie. Eh bien, 3 fois, on a eu cette frappe, ce qui pose pour la Russie une menace existentielle, comme la Russie posait une menace existentielle en 1962 au moment de la crise des missiles de Cuba. Mais alors, Kennedy et Khrouchtchev ont pu s'entendre avec la médiation d'un grand pape, Jean XXIII. Aujourd'hui, on ne voit pas d'hommes ou de femmes de ce calibre. Ce que l'on voit, c'est un déni de réalité. C'est l'idée qu'on peut, disons, jouer les gros bras avec la Russie alors qu'on n'a pas moyen de le faire. Et contraindre Poutine à se dégonfler. Il ne fera pas. Les Russes viennent de déployer des missiles nucléaires de portée intermédiaire et se sont dit disposés, si les pays occidentaux continuent à frapper leur territoire à partir de l'Ukraine, ou disposer des troupes de l'OTAN en Ukraine, eh bien, ce serait une guerre ouverte, reconnue entre la Russie et l'OTAN, et à ce moment-là, la Russie se donne le droit de frapper tout ce qui constitue des forces de l'OTAN. Donc on en est là. On en est là dans ce dilemme, dans cette crise. On en est là. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien sûr une part d'aveuglement, mais c'est aussi parce que il y a, et surtout, et personne n'en a parlé dans les débats, il y a une oligarchie financière, avec une bulle de tout financier. Et pour maintenir leur bulle de tout financier, eh bien, c'est la bulle de tout du réarmement contre les autres, afin de les contraindre à s'incliner. Et c'est cela qui porte la guerre, comme le disait Jaurès, comme la nuée porte orage. C'est cette oligarchie financière. Et ce n'est pas telle ou telle nation en tant que telle, mais c'est cette oligarchie financière qui occupe les nations occidentales. Biden, tel qu'il est, n'a évidemment pas le pouvoir. Il est sous cette occupation, mais il en applique les règles. L'ordre basé sur des règles, comme ils disent. Donc si on ne va pas au fond du sujet, comment combattre cette oligarchie financière ? Et comment arrêter la guerre dont ceux qui la fomentent, dans son principe même, on ne traite pas les vrais sujets. Et on peut dénoncer, comme l'en font Florian Philippot, Nathalie Arthaud ou François Asselineau, on peut dénoncer la guerre, mais il faut un projet positif, qui soit un projet pour la paix, et qui touche directement
là une économie de développement mutuel, une économie de stabilité et de sécurité. Et c'est cela la vraie question qui devrait être celle des Européennes, et qui devrait être celle d'une vraie discussion, pas l'immigration, pas le pacte vert, pas des sujets qui ont leur intérêt et leur importance, mais qui sont secondaires par rapport à cette question absolument fondamentale. Et sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, oui, mais on ne peut pas en sortir comme ça. Il faut un projet positif à la fois pour répondre aux défis dans le monde et en Europe, et pour redonner confiance à ceux qui veulent franchir un pas qui est nécessaire, mais difficile, et sortir de la routine. Alors, ce que n'a pas vu venir la France non plus, c'est l'ascension de la Chine. On n'a pas vu, on a cru que la Chine était prise dans sa crise immobilière, que Xi Jinping, étant un autocrate, ne réussirait pas un développement économique parce que dans une économie libérale, on ne peut pas imposer, etc. Bien, la Chine, avec son économie physique, en formant des ingénieurs, on forme plus d'ingénieurs aujourd'hui en Chine que dans l'Europe et les États-Unis réunis. Une politique nucléaire et spatiale en Chine, politique de grands projets, et un système gagnant-gagnant vis-à-vis des autres pays. Eh bien, le succès de la Chine, pas seulement d'avoir sorti d'une misère terrible toute sa population, dans un système moyennement juste et moyennement développé. Les Chinois ne font pas de grandes histoires sur cela, simplement ils constatent. Et les autres pays du monde, les pays du Sud, voient le développement de cette Chine et se disent « Tiens, la solution ne serait-elle pas là ?» Serge Glaziev, qui est un ami de mon ami Lyndon LaRouche, Serge Glaziev a dit « Les pays qui ont appliqué, comme la Chine, un sens du développement de l'économie physique, productive, qui ont formé des gens dans l'économie réelle, pas dans l'économie virtuelle, pas dans la spéculation, eh bien ces pays ont réussi. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il y a un basculement vers le sud global, comme ils disent. Alors on dit oui, mais le sud global, on dit en Occident, c'est une notion qui n'est pas claire, c'est une notion qui est fausse, c'est une notion créée de toutes pièces. Non, ça ne veut pas dire que c'est des pays qui ont une vision uniforme, qui ont tous la même vision du monde, mais ils ont quelque chose en commun, c'est de vouloir autre chose que ce système d'ordre basé sur des règles occidentales qui fomentent les guerres et les politiques d'occupation. C'est ça qu'ils refusent. Ils refusent le colonialisme, ils refusent l'impérialisme, et de différentes façons. Mais la tendance, elle est là. Et c'est avec cela que la France devrait trouver le moyen d'avancer. Ça devrait être le sens de cette discussion dans les élections européennes, et là l'occasion est perdue. Pas de projet, pas de grand dessin relevant le défi, pas de solution. Bien sûr, on est contre la guerre, et certains disent même, j'ai écouté Léon Desfontaines qui le dit avec une certaine naïveté, il nous dit, bien, il ne faut pas créer la guerre, créer les conditions de guerre, mais il faut continuer à aider l'Ukraine et lui donner des armements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on envoie les Ukrainiens à la mort pour notre compte. Je trouve ça personnellement inadmissible et obscène. Et je ne veux pas seulement accuser Léon Desfontaines, il a dit tout haut ce que tous les autres, les 8 autres, pensaient pratiquement tout bas. Le pire étant bien sûr M. Glucksmann, qui veut prendre tous les moyens de créer une guerre, et qui n'en est peut-être qu'à demi conscient, mais je crois que c'est lui faire honneur de penser qu'il mesure ne serait-ce qu'une partie des choses. Il est l'agent, dans son comportement, oui, il est l'agent d'une puissance étrangère qui veut la guerre. Et ce n'est pas les États-Unis d'Amérique en tant que tels, c'est cette oligarchie financière qui le finance et à laquelle il appartient. Et Macron qui va intervenir le 6 juin sur TF1 et France 2, sur toutes les télévisions, il s'arroge le pouvoir d'intervenir au beau milieu d'élections européennes, soi-disant comme président et pas comme partisan. Est-ce cela la démocratie? Est-ce cela les droits de l'homme? On est en pleine hypocrisie. Et
on est dans une fausse Union européenne, parce que on met en place et on entretient cette économie financière qui, elle, est maintenant totalement engagée dans le réarmement. Elle pense que sa bulle de tout financière peut être sauvée par une bulle de tout dans le réarmement. Eh bien, ça veut dire la guerre. Et j'insiste sur ce point, parce que c'est celui qui est fondamental. Et on est incapable, on rend la population incapable, parce qu'on crée la confusion, comme dans l'élection européenne, on a créé la confusion, de voir la situation réelle. On ne voit pas ce qu'a dit Serge Glaziev, l'économiste russe, qui est le délégué à l'intégration et la macroéconomie de l'Union économique eurasiatique. On ne voit pas ce qu'a dit Glaziev, qui est très clairement que la Chine et la Russie, dans ce basculement du monde vers le Sud, passent vers un système associé hors dollar. Et il dit, on assiste au réarmement lui-même, weaponization, comme ils disent, du dollar, de l'euro, du yen et de la livre anglaise. Il faut sortir de cela, et eux se préparent à sortir de cela. Déjà, 90% des échanges entre la Chine et la Russie sont en yuan ou en rouble. Déjà, dans le reste du monde, on prépare les échanges en monnaie nationale et plus en dollars. Déjà, Serge Glaziev prépare avec les autres pays du monde et explore, notamment avec la Chine, une politique de nouvelle monnaie qui serait réglée non pas comme actuellement la base qui est pour les relations entre monnaies nationales, c'est implicitement l'argent et l'or. Ça serait là les commodities, c'est-à-dire les matières premières qui seraient la base de ces échanges. Il y aurait un panier de choses solides opposé au système occidental qui est un panier de spéculation monétaire, de spéculation entre monnaies. Donc voilà ce qui se prépare. Et voilà ce qui se prépare pour une économie du futur. Et nous, évidemment, nos dirigeants sont aveugles, ils sont dans le déni de réalité, mais parce qu'ils croient que le monde est comme le monde dans lequel ils ont fait leur carrière. Et ils sont dans une sorte de suffisance totale. Voyez Macron en Nouvelle-Calédonie, voyez Netanyahou en Israël. Ces gens-là croient que l'autre est faible et qu'on peut le dominer. Voyez-les mêmes dans le monde, ils ne voient pas l'ascension du Sud global, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas voir la fin d'une ère de colonialisme et d'impérialisme qui est en train de se réaliser devant nos yeux. Mais si, dans cette situation, les pays occidentaux se mobilisent pour le réarmement, eh bien ce sera la guerre. Et c'est là le danger de l'époque. Et c'est ce danger qui n'a pas été expliqué dans le débat des élections européennes. On préfère repousser le migrant plutôt que de repousser les spéculations financières. Et c'est là que Bardella ou Marion Maréchal Le Pen, comme Mélanie, s'aplatissent, se soumettent, eux, à ce diktat financier. Et avec la soumission, en réalité, à ceux qui sont en place. Et c'est vrai que la politique de Marion Maréchal Le Pen ou de Jordan Bardella n'est qu'une version extrême de la politique de Macron. Et l'autre même politique, parce qu'aussi, elle défend les marchés financiers, c'est celle de Glucksmann. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Il reste une France qui doit à nouveau être elle-même, avec un projet. Et ce projet veut dire s'associer aux pays du Sud global, qui réclament leur souveraineté. Si on est souverainiste en France, il faut être souverainiste avec les pays du Sud global qui réclament leur souveraineté. Pour une politique de paix par le développement mutuel, pour une politique de paix par la sécurité mutuelle. Et c'est là que se trouve la solution. Alors, par rapport à cela, certains ont pu dire dans ce débat, oui, mais la France seule, vous, souverainistes, vous ne pouvez pas la faire, la France n'est pas assez puissante, elle n'a pas assez d'influence, pas assez... Et les autres n'ont pas su répondre. Mais la France
peut-être médiateur, peut-être catalyseur, peut-être inspirateur de ce nouveau basculement du monde. Mais pour cela, elle doit en prendre conscience. Elle doit reconnaître qu'il a lieu. Et de ce point de vue-là, l'Institut Schiller organisera ce 15 et 16 juin une conférence internationale précisément sur ce sujet. Comment éviter une guerre mondiale par une nouvelle architecture de paix, par le développement mutuel et la sécurité mutuelle? Et c'est la vraie question. Alors je dis à ceux qui ont soulevé dans les débats, les petits candidats, les grands ne l'ont même pas fait, les petits candidats qui ont soulevé la question de la paix et de la guerre, je leur dis, poussez votre réflexion, poussez votre pensée, et pensez comment, de manière réelle, dans l'univers réel, dans l'univers, la réalité du monde sensible, comme disait Jaurès, dans cet univers-là, on peut exprimer des principes, on peut exprimer une politique de développement des capacités créatrices de l'être humain, sans être à côté du sujet ou sans idéologie, mais en établissant les bases comme c'était dans la Résistance et la France libre. On parle beaucoup du Conseil national de la Résistance, mais on oublie de dire qu'il était fondé sur la lutte contre les féodalités financières. Et c'est à cela qu'il faut revenir. Et là, on étouffera les va-t-en-guerre et on empêchera d'être tous détruits par un conflit mondial. Vous savez, Scott Ritter, qui était chargé du contrôle des armes pendant la guerre de l'Irak, il vient de dire qu'on est juste à un tir de missiles ukrainiens sur les radars russes d'interception des missiles américains, qu'on est juste à un tir de missiles ukrainiens d'une guerre d'anéantissement de tous. Ce que De Gaulle évoquait dans ses discours. Pour cela, Français, Françaises, il faut croire en nous-mêmes. Pas nous complaire dans des défaites comme à Cameroun où en mai 40 ou à un autre moment de notre histoire. Voir bien que la France a ce rôle, a cette capacité à jouer dans le monde et que chacun d'entre nous a ce rôle et cette capacité à jouer en France. Et c'est pour cela que je dis à ceux qui doivent voter aux élections européennes, à nous tous, qu'il y a le moindre mal à dire voter pour des souverainistes qui ont évoqué la question de la guerre. Petit parti, François Asselineau, Florian Philippot. Ou, si on a une vision plus sociale, l'Association des nationaux communistes qui a une petite liste avec beaucoup d'excellentes idées et un engagement profond, mais qui n'a pas pu réunir les moyens d'avoir des bulletins de vote et des professions de foi. Car on est dans une politique qui est le reflet de tout ce que j'ai dit dans les élections européennes. La sélection par l'argent, la sélection par les médias. Eh bien, il faut sortir de tout ça. Et si vous en avez vraiment assez, comme moi, si vous êtes en colère, comme moi, il faut penser après le 6 juin et tirer la leçon de l'échec de la constitution d'une résistance organisée de tous, d'une alliance des vrais souverainistes, patriotes et citoyens du monde. Pas citoyens du monde contre patriotes et patriotes contre citoyens du monde. Non, les deux. Les deux, car c'est avec cette unité de pensée, cette unité de réflexion aujourd'hui, qu'on peut servir à la fois sa nation et l'humanité avec d'autres nations et saisir l'occasion de ce basculement vers le Sud global. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.